souhaite la bienvenue à notre lancement. Je suis vraiment ravie. En fait, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour le lancement de cet ouvrage qui est paru au CUC, qui s'intitule « Construire le sens de la qualité éducative en petite enfance ». Alors, ce soir, on souhaitait vraiment vous présenter cet ouvrage-là, vous donner le goût de le lire, de le consulter, de le promouvoir auprès de vos milieux respectifs. Ah, donc, il y a des gens qui arrivent. Donc voilà. Alors, celui-là est sous la direction de Nathalie Bigras, ici présente, et de Lise Lemay. Elles prendront soin de se présenter tout à l'heure. Mais oui, allons-y. Pour un public en peu. Donc, le tout est aussi supporté par l'équipe de recherche des contextes, de la qualité des contextes éducatifs en petite enfance. Donc, voilà. Je serai votre animatrice ce soir. Mon nom est Annie Charon et je fais partie de cette belle équipe de recherche depuis ses tout débuts. Exactement. Donc, ce soir, bien, on organise le tout. Nathalie Bigras et Lise Lemay qui ont contribué. On a notre jeune retraitée avec nous, qui était la directrice de l'équipe. Et maintenant, c'est Lise qui assure ce mandat-là. Donc, un beau duo pour notre équipe, bien entendu. Puis dans la salle, oh, Lise, dans la salle, on a beaucoup de membres aussi. Oh, allez à la porte de Pierre. Allez, vous autres. Il y a beaucoup de membres de l'équipe de recherche aussi qui est présente aujourd'hui. Donc, on est bien ravis de vous accueillir ce soir, que vous soyez présents. Puis, on sait qu'il y a des gens aussi en ligne, je crois, qui sont présents. Oui. Donc, on remercie aussi les gens en ligne. Moi, c'est Nathalie Bigras. Donc, je suis effectivement l'ancienne directrice scientifique de l'équipe qualité. Et puis, j'ai le plaisir d'être avec ma collègue Lise Lemay, qui est la jeune directrice. Nouvellement directrice depuis septembre 2024, 24. Mais au sein de l'équipe depuis ses tout débuts. Oui. Donc, puis vous faites partie, plusieurs d'entre vous dans la salle, faites partie de l'équipe aussi depuis ses tout débuts ou pas longtemps après. Donc, merci d'être avec nous ce soir. On est contente de vous accueillir. Tout à fait. Donc, chers collègues et chers partenaires de la petite enfance, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc, ce livre, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs années de travail, de collaboration, dont nous sommes toutes très fiers. En effet, le livre implique 26 co-autrices, dont la plupart sont des membres de l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. Et parmi elles, on retrouve 10 étudiantes graduées. Beaucoup sont dans la salle ce soir. Vous allez les rencontrer un petit peu plus tard. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça leur a procuré une expérience de rédaction très formatrice. Donc, je les remercie toutes très chaleureusement. Elles seront nommées lors des présentations ultérieures. Je veux aussi vous remercier toutes et tous pour votre présence, malgré vos occupations que je sais très nombreuses. Hein. Vous êtes des gens du réseau, donc vous êtes occupés. Je remercie aussi les collègues de l'équipe qui ont gracieusement accepté de réviser les chapitres du livre pour le rendre encore plus cohérent et clair pour notre lectorat. Enfin, je souhaite aussi remercier les Fonds québécois Société Culture qui financent notre équipe depuis plus de 15 ans et dont le financement a permis ce travail d'équipe tellement puissant pour nos réflexions sur la qualité éducative. Donc, moi, je suis chargée de vous présenter la genèse du livre, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui a mené à ce livre-là, puis pourquoi on a décidé de le construire. Alors, quand vous lirez l'introduction du livre, parce que je sais que vous allez tous le lire, hein, vous allez tous l'acheter, vous allez découvrir un petit historique de l'évolution de nos réflexions sur la qualité éducative où on parle un petit peu de comment on a appréhendé la qualité à travers le temps. Donc, je vais vous présenter ce soir un vraiment très bref extrait de cette présentation-là, de cet historique-là que j'ai décidé de résumer en 4 grandes phases. Donc, évidemment, ce sera plus développé dans le chapitre lorsque vous allez le lire. Donc, en première phase, je voulais souligner que notre équipe de recherche compte aujourd'hui plus de 15 personnes chercheuses en petite enfance, dont plusieurs de ces personnes-là ont d'abord été formées en psychologie, en éducation et en orthophonie, donc dans des traditions qui sont vraiment post-positivistes et développementalistes classiques. Ça veut dire qu'on est venu à la petite enfance par la psychologie du développement de l'enfant ou par l'enseignement préscolaire et primaire. Et c'est ça qui nous a amené à nous intéresser à ce qui contribue au développement et à l'apprentissage de l'enfant
ou à ce qui peut l'entraver. C'est écrit. Donc, à cause de ça, ben, notre intérêt, c'est vraiment d'abord tourné vers la qualité éducative mais en service de garde, mais vraiment dans une perspective de soutenir le développement puis la réussite éducative des enfants et le bien-être des parents. Puis, en seconde phase de notre processus de réflexion, on a vraiment mis l'accent sur les mesures de la qualité éducative, surtout dans des perspectives quantitatives. Ça veut dire qu'on avait des mesures où on faisait des études quantitatives avec des chiffres, des moyennes, des écarts types, des analyses. On avait des études longitudinales, des études comparatives, tout ça qui portait sur la qualité éducative. Dans cette période-là, on a aussi proposé d'utiliser le modèle écosystémique de Bronfen-Brenner pour y intégrer la qualité structurelle et la qualité des processus comme des déterminants du développement de l'enfant qu'on avait situés au sein de l'ontosystème, donc le cœur du modèle écosystémique que vous connaissez toutes par cœur. Tout le monde parle oui. Ils font oui. Donc, au fil de ces études, on a par exemple noté de très faibles relations entre les mesures d'observation de la qualité éducative qu'on prenait et le développement de l'enfant. Même des fois, il n'y avait pas de relation. Donc, ça nous a mené à nous interroger sur l'importance d'autres variables qu'on n'avait pas mesurées ou qui n'étaient peut-être pas mesurables pour expliquer nos résultats. Donc là, on s'est demandé, c'est quoi en dehors des caractéristiques personnelles de l'enfant ou de sa famille pourrait mieux expliquer le développement de l'enfant qui fréquente un service de garde éducatif? Dans la même période, il y avait aussi des études internationales qui ont montré aussi que peu de variables de la qualité structurelle sont associées à la qualité des interactions. Alors, on s'est interrogé sur les autres variables qui pourraient expliquer la qualité des interactions. On se demandait, est-ce qu'il y aurait des variables médiatrices ou modératrices qu'on n'a pas mesurées? Est-ce qu'il y a des choses qui se trouvent dans les contextes éducatifs qui nous permettraient de soutenir la mise en place de qualité des interactions plus élevées chez les personnes éducatrices? Est-ce qu'il y a des éléments non mesurables? Pas tout de suite, pas tout de suite. Est-ce qu'il y a des éléments non mesurables comme les valeurs, les croyances, les attitudes qui pourraient expliquer la qualité des interactions? On s'est demandé aussi comment le sens que les éducatrices ont construit de leur pratique complète le portrait de la qualité qui est offerte aux enfants. Et là, lorsqu'une seconde génération de chercheuses formées à la recherche critique, post-développementaliste et narrative, CJ Madame Lehrer, intègre notre équipe, on découvre le faire sens et l'approche, le faire sens qui c'était le meaning making en anglais, et l'approche critique pour aller au-delà de la qualité dans l'accueil de l'éducation à la petite enfance. Ça donne lieu à une première proposition d'approche plutôt hybride qui émerge de ces échanges-là entre Mme Lehrer et Mme Lemay. Et on se disait que ça nous permettrait éventuellement de mieux éclairer les pratiques qui étaient favorables à l'éducation à la petite enfance. C'est à ce moment-là qu'on entre dans notre troisième phase. Donc, nos réflexions à ce moment-là nous portent vers la découverte de la qualité des orientations pédagogiques. Et cette découverte-là va être par la suite renforcée par la période pandémique parce que pour répondre aux besoins des milieux, nos préoccupations de recherche à ce moment-là se tournent naturellement vers le vécu des personnes éducatrices, des gestionnaires et surtout les moyens pour les aider à traverser cette épreuve. Donc, ces changements-là dans la nature de nos questions placent alors la personne éducatrice et la personne gestionnaire au cœur de nos préoccupations et ça nous mène à plutôt travailler à miser sur leurs forces, leurs ressources pour essayer de les aider à traverser cette période difficile. Nos échanges puis nos collaborations vont ensuite nous amener à proposer d'intégrer la qualité des orientations pédagogiques au sein du modèle écosystémique dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour essayer de mieux rendre compte du processus de construction de sens des personnes éducatrices et des pratiques qu'elles adoptent, en rendant visible davantage leurs croyances, leurs valeurs, leurs attitudes, leurs visions, leurs représentations, pour mieux comprendre comment améliorer la qualité des interactions et surtout dans quelles conditions et avec quelles ressources. L'ouvrage qu'on vous présente ce soir, moi, je considère que ça constitue la quatrième phase de nos réflexions qui précèdent. Parce qu'il nous a permis de poursuivre collectivement nos échanges, mais aussi de proposer une définition de la qualité éducative dans une perspective qui est issue à la fois des visions
de toutes les autrices qui s'y retrouvent dans tous les chapitres, qui avons réfléchi collectivement aux composants de la qualité éducative depuis plus de 15 ans, et aussi situé dans un corpus de littérature scientifique sur le sujet, tout en y intégrant les questions des partenaires. Le partenaire est là, c'est bon. Donc, on souhaite aujourd'hui intégrer à la fois les aspects universels de la qualité sans perdre de vue les visions subjectives, locales des partenaires et les visions contextuelles, la vision contextuelle du Québec de ce que les services de garde éducatifs à l'enfance devraient être et ce à quoi ils devraient servir. Donc, ce livre, en terminant, souhaite présenter un cadre de référence hybride de la qualité éducative pour explorer les thèmes et les interprétations des praticiens et praticiennes du terrain de la petite enfance pour co-construire le sens de la qualité éducative en petite enfance avec les partenaires, en particulier avec les personnes éducatrices qui sont les plus enclines à offrir cette qualité, mais aussi aux divers gouvernements dont les politiques publiques soutiennent les pratiques des praticiennes et des personnes éducatrices pour bonifier la qualité éducative offerte aux enfants dans les milieux. C'est pour ça que le gouvernement est là. Donc, je termine en vous présentant comment est fait le livre. Donc, le volume est construit en 4 grandes parties qui vont vous être présentées ce soir par différentes personnes. Donc, d'abord, on va aborder les fondements de la qualité éducative, puis ça va être suivi de l'évaluation de la qualité éducative, des applications de la qualité éducative et des réflexions sur la qualité éducative. Et tout ça, ça se répartit sur 12 beaux chapitres. Donc, en terminant, nous souhaitons dédier cet ouvrage collectif à toutes les personnes qui prennent soin des petits et des grands dans le réseau de l'éducation à la petite enfance. À vous, personnes éducatrices, gestionnaires, conseillères, adjointes pédagogiques, qui, par votre travail de soins et d'éducation, contribuez de manière essentielle au bien-être de notre société. C'est grâce à vous et avec vous que nous souhaitons construire le sens de la qualité éducative en petite enfance. Merci et bonne soirée. Merci, Nathalie, d'avoir dressé un peu l'évolution de l'équipe de où on est parti. Puis, je vois que Lise et Joanne ont fait avancer avec des... On a tous réfléchi. Oui. OK, pour le reste pour la suite, en fait, de notre soirée, comme Nathalie l'a mentionné, il y a comme 4 sections à ce beau livre. Donc, pour commencer, on va porter plus précisément sur les fondements de la qualité éducative. Il y avait 3 chapitres à ce sujet-là dans cette section-là. Et c'est Julie Lachapelle qui est responsable de la première partie. Alors, et de la deuxième. Et de la deuxième aussi, qui portera sur l'évaluation de la qualité éducative. Mais commençons par les fondements d'abord. Excellent. Merci beaucoup, Annie. Et je te laisse avancer. Alors, j'imagine que ça va être là. Ouais. OK. Bon. Tu peux y aller. Oui. Voilà. Donc, pour la chapitre 1, est-ce que tu souhaites que je présente les gens? Non, c'est correct. Ça C'est va? intégré dans mes notes. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, on va commencer par la première section qui porte sur les fondements de la qualité éducative. Donc, c'est vraiment une section qui met la table pour les autres sections du livre. Donc, à lire en premier, absolument. Alors, sans surprise, on commence par le chapitre 1, qui s'intitule « La qualité éducative, une histoire plutôt simple d'un concept assez complexe », dont les autres titres sont Lise Lemay, Nathalie Bigras, Joanne Leraire et Annabelle Guérette. Alors, ce chapitre retrace 5 décennies de recherche menées sur le concept de qualité éducative. Les recherches en éducation à la petite enfance ont été marquées par des changements qui ont principalement orienté des questions de recherche. Alors, Hey, là, un tu peux autre. faire apparaître. Bon. Ouais. Ça y va partout. D'accord. Alors, la première vague tentait de répondre à la question « Est-ce que la garde non maternelle est bonne ou mauvaise pour les enfants? » et faisait écho à l'avènement à partir des années 1970 de formes de garde non maternelle pour répondre à la conciliation travail-famille des femmes qui devenaient de plus en plus présentes sur le marché du travail. Au cours des années 1980, la fréquentation des services de garde s'accroît, tout comme leur accessibilité. Devant le nombre grandissant d'enfants en service de garde, la qualité des services offerts devient donc un enjeu de société et la seconde vague de recherche tente de répondre à la question suivante: comment la garde non maternelle influence-t-elle le développement des enfants?
À vos souhaits. Les années 1990 représentent une période où les chercheurs s'intéressent aux interactions entre les variables de la qualité structurelle, comme la taille des groupes et la formation du personnel éducateur, à des variables liées à la qualité des processus, comme les interactions entre le personnel éducateur et les enfants, pour mieux expliquer leur influence sur le développement des enfants. Et la question qui émerge de cette troisième vague est comment interagissent les caractéristiques des familles, celles des enfants et la qualité des services de garde. Au cours de la seconde vague de recherche et plus encore lors de la troisième vague de recherche, un nouveau discours remet en cause la perspective universelle de la qualité, principalement issue de la psychologie du développement, pour intégrer d'autres points de vue, dont ceux des enfants, du personnel éducateur et des parents, et d'autres disciplines également ont été intégrées comme la sociologie, la philosophie et la santé. Cette ouverture sur une qualité dont le sens est davantage construit mène donc à la question, la qualité, selon qui? Une nouvelle vague de recherche propose donc de rapprocher la perspective universelle de la perspective de construction de sens, de la qualité éducative pour en dégager une approche hybride qui rendrait compte de manière rigoureuse de cette qualité tout en intégrant la perspective des acteurs en contexte éducatif. Cela nous mène à une quatrième vague et la question, qu'en est-il de la qualité universelle et du sens construit en contexte? Les prochains chapitres permettront d'apporter certains éléments de réponse et de proposer des pistes pour opérationnaliser une telle approche hybride de la qualité éducative. Et donc, on poursuit avec le chapitre 2, qui, lui, aborde les approches de la qualité éducative en service de garde éducatif à la petite enfance, que j'ai eu la chance de coécrire avec Alexandra Paquette, Nancy Proulx, Joanne Leraire et Nathalie Bigat. Alors, dans la continuité de la nouvelle vague de recherche présentée à la fin du chapitre 1, ce second chapitre présente donc plus en détail les trois perspectives pour appréhender la qualité éducative, soit l'approche normative, l'approche de construction de sens et l'approche hybride. Alors, la première section du chapitre aborde donc les perspectives théoriques de l'approche normative, les enjeux et l'étude de la qualité éducative selon cette approche pour se conclure sur ses forces et ses limites. Dans la deuxième section, nous abordons plus particulièrement l'approche de construction de sens de la qualité éducative. Née d'une certaine opposition à la perspective postmoderne de l'approche normative et son universalité, l'approche de construction de sens remet en question la rigidité des standards universels au profit d'une compréhension du contexte culturel, de ses valeurs, de ses traditions pédagogiques et de sa conception de l'enfant. Tu parles plus fort. Ainsi, cette deuxième section du chapitre aborde les perspectives philosophiques et théoriques de l'approche de construction de sens ainsi que des enjeux qui en découlent autour du concept de qualité de son étude. Les forces et les limites de l'approche normative sont également abordées, de l'approche de construction de sens plutôt. Le chapitre, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'écrit après, je pense que non. Le chapitre se termine en présentant une approche hybride de la qualité éducative qui permettrait de combiner les forces d'une approche normative aux forces propres à l'approche de construction de sens. Et cette approche hybride de la qualité éducative permettra de porter un regard novateur sur la recherche en contexte d'éducation à la petite enfance au cours des prochaines années. Alors maintenant, on aborde le chapitre 3, alors qui porte le titre « Le modèle processus personne contexte temps » ou PPCT pour les intimes de Bronfenbrenner, un cadre pour opérationnaliser l'étude de la qualité éducative. Encore ici, j'ai eu la chance de collaborer avec des autrices, Lisotte Bronson, Emma Bernard, Maude Roy-Vallière, Chantal Brault et Nathalie Bigrand. Alors, les recherches des dernières décennies ont mis en lumière une conception complexe et multidimensionnelle de la qualité éducative. Inspirée des travaux de Bronfenbrenner et plus récemment de l'évolution du modèle écosystémique de la qualité éducative, le modèle processus personne contextant est appelé à devenir, un cadre de référence essentiel pour une étude nuancée de la qualité éducative et de ses déterminants. Ce modèle inclut donc les processus proximaux, qui sont les moteurs de développement, qui sont les moteurs de développement
du développement humain. Et ces processus se définissent comme les interactions réciproques qui ont cours entre la personne en développement et les personnes, objets et symboles qui sont présents dans son environnement immédiat. Au cœur de ce modèle intégrateur se trouve la personne, que celle-ci soit l'enfant, par exemple, ou la personne éducatrice. Il s'agit ici d'étudier la personne et ses comportements, expériences, habiletés, attitudes et capacités relationnelles, par exemple. Ainsi, la personne elle-même est étudiée selon ses caractéristiques propres, dont les demandes, les ressources et les forces qu'elle sollicite dans ses expériences quotidiennes. Une autre composante importante du modèle TPCT est le contexte dans lequel se déploient les processus proximaux et dans lequel évolue la personne. La notion de contexte inclut l'ensemble des milieux et des structures environnementales et sociales qui entourent la personne d'intérêt. Il est important de mentionner également que le contexte est composé de 4 systèmes interreliés, soit le microsystème, le mésosystème, l'exosystème et le macrosystème. Le chapitre présente donc ces différents systèmes en les définissant et en les accompagnant de plusieurs exemples issus des contextes éducatifs de la petite enfance. Finalement, ce chapitre se conclut par et abordera également la notion de temps qui elle-même se déploie sur différents niveaux. Et finalement, le chapitre se conclut par la présentation d'exemples de devis de recherche basés sur le modèle processus personne-contexte-temps, ainsi que les conditions à mettre en place pour opérationnaliser ce modèle théorique, ce qui permettra d'établir les fondations des chapitres suivants. Je te donne une pause, Julie. Bonne idée, à vous respirer. Donc, ça clôt les 3 premiers chapitres en lien davantage avec les fondements de la qualité éducative. Là, on se retrouve davantage sur l'évaluation de la qualité éducative, petite gorgée, Merci. prête à repartir. Et là, on a 3 chapitres Oui. également. C'est parti. Donc, nous abordons maintenant la section sur l'évaluation de la qualité éducative, dont le chapitre 4 s'intitule « Les langages de l'évaluation de la qualité éducative », que j'ai encore une fois eu la chance d'écrire avec Maude Roy-Vallière, Andréane Gagné et Lise Lemay. Alors, en tenant compte des réflexions collectives sur l'opérationnalisation de la qualité éducative, le présent chapitre aborde la mesure des déterminants qui la composent. En premier lieu, nous nous intéressons aux perspectives historiques et à l'évaluation de la qualité éducative à travers le monde et nous présentons certains des instruments d'évaluation de la qualité éducative les plus largement utilisés au Canada, aux États-Unis et à l'international. Par la suite, nous abordons la conceptualisation de la qualité éducative qui regroupe la qualité structurelle, la qualité des processus et la qualité des orientations pédagogiques. Nous présentons brièvement ces différentes composantes de la qualité éducative qui seront abordées plus en détail dans les chapitres 7 à 10. La troisième section de ce chapitre permet d'aborder plus précisément l'évaluation de la qualité selon une approche normative. Nous y présentons ici des mesures globales de la qualité et certaines mesures plus spécifiques. Sont également présentées les propriétés psychométriques de différents instruments de mesure, incluant la fidélité, la validité et l'invariance de la mesure. Par ailleurs, le chapitre présente une typologie des instruments d'évaluation relatifs à l'approche normative. Ainsi, nous présentons globalement les échelles d'évaluation, les questionnaires ainsi que les outils d'auto-évaluation. Finalement, cette section pose un regard critique sur l'approche normative pour l'évaluation de la qualité éducative. Par la suite, nous abordons l'évaluation de la qualité selon une approche de construction de sens. Et voilà. C'est l'occasion d'y présenter des outils relevant de la documentation pédagogique, des outils de co-construction de l'approche mosaïque, ainsi que des récits de l'approche narrative, pardon. Ouf, un gros lapsus, là. Ici, c'est également l'occasion pour nous de poser un regard critique également sur les outils de construction de sens. Ce chapitre se conclut sur la proposition d'évaluer la qualité éducative selon une approche hybride, en combinant les outils de l'approche normative et ceux de construction de sens, soulignant ainsi la complémentarité qui existe entre ces deux approches. Alors, le chapitre 5 s'intitule « L'évaluation de la qualité
dans divers contextes éducatifs, recension d'outils de mesure conçus pour le milieu familial, l'installation et la garde scolaire. Les autrices en sont Chantal Brault, Nancy Proulx, Clara Soulès et Nathalie Bigra. Ce chapitre présente aux lectrices et lecteurs des instruments d'évaluation de la qualité éducative en fonction des différents contextes éducatifs dans lesquels ils peuvent être utilisés. Ces contextes éducatifs incluent, par exemple, les services de garde en milieu familial, en installation et en milieu scolaire. Ce chapitre se distingue du chapitre précédent en présentant tout d'abord une mise en contexte historique quant aux outils de mesure de la qualité, selon les contextes éducatifs dans lesquels ils ont été utilisés, tout en tenant compte de l'âge des enfants pour chacun de ces outils. La plupart des outils de mesure recensés s'avèrent quantitatifs, ce qui témoigne de la tendance toujours présente dans le domaine de l'évaluation de la qualité. Selon l'ampleur des preuves scientifiques disponibles, les autrices accompagnent la présentation de ces outils d'information concernant leur validité interne et leur fidélité. Par la suite, les outils de mesure sont présentés selon d'autres perspectives ou objets d'intérêt en abordant les mesures de la qualité opérationnelle qui visent l'évaluation du niveau de qualité de la gestion du service de garde éducatif à l'enfance. Et on s'intéresse également aux outils de mesure qui abordent la qualité des pratiques inclusives englobant la sensibilité et la compétence culturelle, de même que l'inclusion d'enfants ayant besoin de soutien éducatif particulier en raison de défis développementaux ou d'incapacités diverses. Pour terminer, une synthèse est établie pour situer l'évaluation de la qualité selon les contextes en présentant les forces et les limites actuelles de cette évaluation. Certaines pistes sont proposées pour les prochaines années, notamment en accordant une plus large place aux méthodes qualitatives qui permettraient de brosser un portrait plus complet de la qualité éducative et reconnaître l'expertise des personnes ancrées dans le contexte des services de garde éducatifs à l'enfance. Alors, nous arrivons au chapitre 6, qui est le dernier dans cette section sur l'évaluation de la qualité éducative et qui s'intitule « Les systèmes d'évaluation et d'amélioration de la qualité à travers le monde et l'importance de la rétroaction ». Les autrices de ce chapitre sont Maude Roy-Vallière, Lise Lemay et Julie Lemire. Ce chapitre est l'occasion de présenter ce que sont les systèmes d'évaluation de la qualité, ou SEAQ, tout d'abord en abordant leur contexte historique et avec les tendances actuelles de relations. Non, je me reprends. Ce chapitre est l'occasion de présenter ce que sont les systèmes d'évaluation de la qualité, ou SEAQ, tout d'abord en abordant leur contexte historique et le statut des systèmes en place actuellement. Ces éléments sont particulièrement importants en lien avec les tendances actuelles de reddition de comptes qui ont suivi la croissance des investissements dans les secteurs comme celui de la petite enfance. Par la suite, les autrices exposent plus en détail les raisons qui peuvent inciter à mettre en place un système d'évaluation et d'amélioration de la qualité et ajoutent des informations quant à l'adaptation des SEAQ selon le type de service concerné. Également, ce chapitre détaille les caractéristiques des SEAQ en présentant tout d'abord les étapes de mise en place d'un tel système d'évaluation. Le lectorat sera aussi amené à mieux comprendre ce que cela implique comme participation de la part des services de garde éducatifs à l'enfance, mais aussi à l'importance de la rétroaction offerte par la suite qui permet de soutenir l'amélioration de la qualité dans les services de garde éducatifs à l'enfance. En outre, un état des connaissances est effectué sur les SEAQ ainsi que sur leur incidence sur la qualité éducative. Cette section présente globalement les SEAQ autour du monde, mais aussi, plus spécifiquement, la mesure d'évaluation et d'amélioration de la qualité en contexte québécois. Les autrices présentent également les effets de l'évaluation de la qualité des contextes éducatifs, notamment en abordant des études qui auraient décelé des liens avec les gains développementaux chez l'enfant. Ce chapitre se conclut sur les limites de l'implantation des SEAQ en vue de l'évaluation à grande échelle de la qualité éducative dans les services de garde éducatifs à l'enfance. Bravo, Julie, pour ce marathon.
Alors, pour la troisième partie qui va porter plus sur l'application de la qualité éducative, c'est Anne-Sophie Parent qui est responsable de cette partie. Alors, je te laisse la parole. Merci. Donc, si je parle pas assez fort, dites-le moi, ma voix n'est pas ma force numéro 1. N'hésitez pas. La partie 3, en fait, dans la partie 3, on entre vraiment au cœur des composantes du modèle écosystémique. Puis, en fait, on s'interroge comment chaque composante s'intègre à la qualité éducative. Donc, le chapitre 7 porte sur la personne éducatrice. Donc, en fait, on place la personne éducatrice au cœur de la qualité éducative, puis on la considère vraiment comme le pilier de la qualité éducative. Les autrices sont Nathalie Bigra, Stéphanie Duval, moi-même, je n'ai pas mes lunettes, Christelle Robert-Mazaille et Geneviève Fortin qui est ici ce soir. Donc, en fait, précisément, le chapitre commence par une description, en fait, des personnes éducatrices au Québec. Puis ensuite, on a choisi, en fait, des caractéristiques individuelles qui sont associées dans certaines études à la qualité. Donc, d'abord, on présente les forces de la personne éducatrice. Puis, les forces de la personne éducatrice, en fait, c'est des traits de personnalité dynamiques qui favorisent la mise en œuvre de pratiques de qualité. L'une de ces forces, c'est les expériences vicariantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on va prendre l'exemple de Caroline, qu'on voit ici, éducatrice qui a quelques expériences en milieu familial, mais qui commence en CPE dans un groupe de 4-5 ans. Puis Caroline, elle s'interroge sur le soutien à l'apprentissage. C'est quoi ça? Comment je fais ça? Donc, le fait, en fait, d'aller observer sa collègue expérimentée, d'observer ses pratiques, puis notamment de voir, par exemple, qu'elle utilise les commentaires des enfants sur leur environnement comme pourquoi les flocons sont en étoile aujourd'hui. Donc, elle utilise ces commentaires-là pour inviter les enfants à faire des prédictions, des hypothèses, etc. Donc, en fait, l'observation par Caroline de cette pratique réussie de soutien à l'apprentissage chez sa collègue peut amener Caroline à mobiliser elle-même des actions de soutien à l'apprentissage. Donc, voilà une expérience vicariante. Puis, en fait, si Caroline prend conscience qu'elle est capable par la suite de mobiliser elle-même des actions de soutien à l'apprentissage, bien, en fait, ça renforce ses compétences cognitives et ça renforce aussi son sentiment d'auto-efficacité, qui est une deuxième force de l'éducatrice. Donc, en fait, l'auto-efficacité, c'est vraiment la croyance qu'a l'éducatrice en ses propres habiletés à mettre en place des actions pour obtenir des résultats précis. Ici, ce serait par exemple Caroline qui croit en sa capacité qu'elle est capable d'utiliser des pratiques de soutien à l'apprentissage. Ensuite, il y a les forces de la personne, mais il y a aussi des demandes chez la personne éducatrice qui sont plutôt en fait des facteurs qui peuvent nuire en quelque sorte aux interactions qui se mettent en place en service de garde éducatif ou à la qualité en fait en service de garde éducatif. Par exemple, le niveau de résistance au stress ainsi que le perfectionnisme sont des exemples en fait de demandes de facteurs qui peuvent nuire aux interactions. On reprend l'exemple de Caroline, elle va nous suivre tout au long, vous avez compris. Donc, depuis plusieurs mois, dans le fond, elle se sent capable de mettre en place des actions de soutien à l'apprentissage, mais là, pendant une semaine, elle doit remplacer dans un groupe de 18 mois. Puis, elle veut vraiment utiliser autant d'actions de soutien à l'apprentissage que ce qu'elle fait dans son groupe de 4-5 ans, mais elle n'est pas capable de le faire autant, notamment avec des enfants de 18 mois. Donc, en fait, il s'agit là d'un exemple de perfectionnisme. Puis, certaines études, en fait, associent cette caractéristique à certains troubles, comme des troubles anxieux notamment. Donc, en conclusion de ce chapitre, en fait, une meilleure compréhension de la personne éducatrice, notamment par ses forces, ses ressources, les demandes, bien, ça permet de la valoriser, de valoriser son rôle, mais aussi de souligner le besoin d'accompagnement de cette personne. Puis, on conclut aussi le chapitre en indiquant que bien, c'est des caractéristiques individuelles, oui, mais qui sont influencées par l'environnement. Donc, ça nous apporte au chapitre 8. Est-ce que j'ai faim? Pas nécessairement. Donc, le chapitre 8 qui est écrit par Nathalie Bigra, Alexandra Paquette, moi-même, Anne-Sophie Parent, Nancy Pou, Joanne Merer, Emma Bernard et Annie Charon.
En fait, dans ce chapitre, on se questionne sur les processus proximaux, mais on se questionne plus précisément sur est-ce que la qualité des orientations pourrait agir comme un médiateur potentiel entre la qualité structurelle et la qualité des interactions. Merci, Lise. Donc, la qualité des orientations pourrait, par exemple, influencer la qualité des processus si on prend l'exemple que, par exemple, les croyances d'une personne éducatrice au sein de la qualité des orientations peuvent, en fait, influencer la manière dont elle interagit avec les enfants, donc la qualité des interactions au sein de la qualité des processus. Parallèlement, la vision qu'a l'éducatrice de l'enfant, elle est teintée notamment par sa formation initiale, sa formation continue. Donc, on voit là vraiment le lien entre la qualité des orientations et la qualité structurelle. Puis, dans une deuxième partie, on va vraiment faire un état de connaissance sur les diverses composantes de la qualité des orientations. Les croyances sont une de ces composantes, puis précisément les croyances pédagogiques. Les croyances pédagogiques, en fait, c'est vraiment des approches d'apprentissage qu'on utilise pour soutenir le développement de l'enfant. Il y a diverses typologies pour définir ces croyances, mais on peut les situer sur un continuum dont les deux extrémités sont les suivantes. Donc, le premier, c'est l'adulte qui est l'adulte qui est vraiment un transmetteur de connaissances, des connaissances qu'il organise, qu'il planifie. Et à l'autre bout du continuum, on a l'enfant qui est un agent actif de son apprentissage, de son développement. Puis, dans cette croyance, l'adulte est plus là pour observer, pour être réceptif à l'enfant, à ses actions et les soutenir. On prend l'exemple de Caroline, je vous l'ai dit, elle va nous suivre. Donc, Caroline, elle désire toujours soutenir l'apprentissage des enfants. Puis, celle-ci, en fait, pourrait agir comme co-apprenante dans une situation de résolution de problème où les enfants veulent construire une tour très haute, mais malheur, elle tombe toujours après 3 étages, donc explorer avec eux le matériel, etc. Donc, on serait vraiment dans sa posture montrerait en fait sa croyance qui est plus centrée sur l'enfant qui est un agent actif de son apprentissage. Selon certaines études, en fait, des pratiques qui sont cohérentes avec cette vision de l'enfant sont associées à une qualité des interactions plus élevée comparativement à des pratiques qui sont plutôt centrées sur l'adulte comme transmetteur de connaissances. Donc, voilà. Ensuite, on se penche aussi sur la dernière composante de la qualité des orientations qui est l'identité professionnelle de la personne. Je fais un petit parapluie parce que c'est un concept qui est intégrateur, en fait, des autres composantes puisqu'il intègre notamment les valeurs de la personne, les croyances pédagogiques, sa vision de l'enfant. Donc, mais l'identité professionnelle se construit aussi avec des rapports sociaux que la personne entretient, notamment la représentation que la société ou des groupes de sa profession d'éducatrice, mais aussi les représentations dans sa formation initiale, sa formation continue. Donc, si l'éducatrice ou la personne éducatrice, excusez-moi, j'utilise le féminin très souvent, si la personne éducatrice, en fait, elle perçoit une contradiction entre son identité professionnelle et son environnement, bien, ça peut l'amener à vivre une tension, en fait, puis éventuellement à se positionner par rapport à cette contradiction. Puis, en fait, le fait de se positionner va consolider son identité professionnelle. Donc, on conclut le chapitre en suggérant, en fait, d'utiliser diverses modalités d'accompagnement qui permettent justement à la personne éducatrice de réfléchir à son identité professionnelle, de la développer, de la consolider, puisque, bien, ultimement, réfléchir à son identité pourrait contribuer à la qualité des orientations et encore plus ultimement, si ça se dit, pas vraiment, cela pourrait contribuer à la qualité éducative. Voilà. Oh! Des petites animations que je n'avais pas perçues. Le chapitre 9 nous amène en fait sur les contextes et les conditions propices à la qualité éducative. Les autrices sont Nathalie Pigra, moi-même, Caroline Bouchard, Alexandra Paquette, attendez un peu, Kathleen Bentin et Geneviève Fortin et mon Dieu, non. Emma Bernard et Nancy Proulx. Merci. J'aurais définitivement dû mettre mes lunettes. Donc, et voilà. Dans ce chapitre, on présente les divers systèmes, donc le microsystème, le mésosystème, l'exosystème, le macrosystème, puis on présente leur potentiel en lien avec la qualité éducative.
On met aussi l'accent, comme en fait la théorie de Bronfenbrenner, on met l'accent sur la synergie entre les divers systèmes. Puis, dans le chapitre, en fait, on présente des exemples d'approches pédagogiques qui favorisent particulièrement une création de référentiels communs, donc une création de symboles partagés entre les acteurs qui agissent dans divers systèmes. On cible plus particulièrement les pédagogies émergentes puisque, en fait, elles se centrent vraiment sur ce qui émerge de l'enfant pour ensuite, en fait, ce qui émerge de l'enfant, c'est le socle des processus proximaux dans les microsystèmes. Puis, par la suite, la pédagogie émergente offrira un levier pour arrimer le microsystème au système plus externe. Puis, tout cela dans le but d'intégrer la qualité éducative dans ces divers systèmes. Par exemple, l'éducation par la nature est une approche qui est identifiée comme susceptible justement de favoriser la qualité éducative, puisque justement, les 8 principes qui définissent l'éducation par la nature influenceraient divers systèmes et la qualité qui s'y inscrit. Par exemple, dans l'éducation par la nature, le fait de prioriser un autre rapport au temps et un lieu riche en matériel ouvert et polyvalent teinte le microsystème. Dans une étude qui a été réalisée au Québec, il y a une éducatrice où on a analysé les perspectives des éducatrices. Il y a une éducatrice qui indique à ce sujet-là que dans la forêt, on va jaser, on va jouer, on va inventer des jeux. En forêt, il y a moins de choses à gérer comme le nettoyage. J'ai donc l'impression que j'ai vraiment plus de temps de qualité avec les enfants. Donc, on voit ici l'influence de l'éducation par la nature sur le microsystème, voire potentiellement sur la qualité des interactions, puisqu'on est beaucoup dans la considération du point de vue de l'enfant, mais aussi l'éducation par la nature qui pourrait avoir un potentiel sur la qualité structurelle par le matériel, par la structuration de l'horaire, etc. Donc, adopter une telle approche, notamment une vision du temps différente, une utilisation de matériel polyvalent, implique un changement de vision des éducatrices, mais des gestionnaires aussi, puisque elles vont devoir cibler et aménager des lieux extérieurs, mais aussi des lieux qui incluent du matériel ouvert et polyvalent. Donc, cette parenthèse d'éducation par la nature était vraiment pour démontrer comment la pédagogie émergente peut créer une synergie entre les divers systèmes. La conclusion du chapitre invite justement à construire et à réfléchir la qualité éducative en engageant les personnes qui s'inscrivent dans divers systèmes, des personnes comme les éducatrices, les familles, les gestionnaires et les enfants et les décideurs. Non. Là, c'est trop vite. Donc, le chapitre 10, le dernier chapitre de cette section, en fait, a été écrit par Nathalie Bigra, Emma Bernard, Isabelle Lorrain, Geneviève Fortin et Lise Lemay. Ce chapitre, en fait, est centré sur le temps, qui est la quatrième composante du modèle PPCT, le modèle écosystémique. Puis, en fait, on va présenter les effets du temps sur la qualité dans les services de garde éducative à la petite enfance. On aborde notamment des événements comme la pandémie de la COVID-19 et la pénurie de main-d'œuvre dans les services de garde éducatifs qui ont des effets sur la qualité éducative, des effets vraiment sur une longue période. Donc, les effets, on va les aborder selon différents acteurs, donc la personne éducatrice, les gestionnaires, les familles, les enfants et leur développement. Puis, on va vraiment parler des effets sur les divers temps, donc le micro-temps, le mésotemps et le macro-temps. On va aussi, dans l'une des dernières parties du chapitre, présenter des solutions en lien avec les effets de tel événement sur le temps. Donc, par exemple, sur le plan de la pénurie de main-d'œuvre, la mise en place de modes de gestion collaboratifs et le développement de leadership chez les personnes gestionnaires pourrait favoriser une satisfaction au travail chez les personnes gestionnaires, mais aussi un taux d'attrition qui est moins élevé des personnes éducatrices dans ces milieux. Le chapitre se conclut en fait sur l'importance de poursuivre les études sur les effets à court, à moyen et à long terme d'événements tels que la pandémie de la COVID-19 et ce, afin de mieux comprendre leurs conséquences et mieux pallier à ces conséquences sur la qualité. Par exemple, comme avec la mise en place de mesures d'accompagnement pour les personnes éducatrices et les gestionnaires. Et pour la dernière section qui porte sur la réflexion en lien avec la qualité éducative, je crois que je vais avoir un chapitre. Ouais. Moi, j'ai un seul chapitre.
porte sur l'éthique de care pour une politique féministe de care comme ancrage des discussions sur la qualité éducative à la petite enfance. Puis j'ai eu vraiment le plaisir et le privilège de travailler avec Catherine Gagnon, Camille Robitaille qui est ici, Emma Bernard qui est ici, Annie-Claude Fournier, Nathalie et Brooke Richardson, qui est spécialiste du care au Canada. Puis, en fait, j'ai relu le livre, mais j'ai relu ce chapitre ce matin. Puis, on l'a déposé il y a 1 an, puis j'ai fait les dernières corrections à l'été. Alors, on oublie ce qu'on a écrit. Puis là, j'étais vraiment surprise. J'étais comme, wow, c'est vraiment bon. Ça, je remercie vraiment mes co-autrices parce que c'est des gens intelligents, brillants, passionnés. Puis c'était vraiment comme un travail d'équipe, puis une occasion de réfléchir ensemble et de co-construire et de vraiment aller en profondeur en lien avec la qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, Tu vois pas. c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Alors, le chapitre est divisé en 3 sections. La première section, on définit c'est quoi l'éthique féministe de care. Puis, l'éthique de care, c'est une façon de voir la vie en collectivité sous l'angle des relations et responsabilités les unes envers les autres. Et pourquoi c'est féministe? Ben, on l'aborde en profondeur, mais c'est parce que les emplois traditionnellement féminines qui visent à améliorer la vie des autres à travers des relations de proximité avec des êtres humains sont souvent dévalorisés, voire invisibilisés. Alors, c'est vraiment, on définit c'est quoi l'éthique féministe de care, on présente l'historique du concept, puis les différents penseurs qui l'ont créé dans plusieurs domaines. Et là, on essaie de l'appliquer à la petite enfance, de penser la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance sous l'angle de l'éthique de care. Puis, on présente les 5 phases du care que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce qu'ils sont dans le livre. Ils sont peut-être sur la prochaine assiette. Ils sont sur la prochaine. Mais je ne suis pas certaine. Oui. C'est juste une? Je pense qu'il y en a. Ah, oui, voilà. Alors, phase 1, c'est se soucier d'eux. Alors, reconnaître les besoins de care ou des soins. Ensuite, on prend en charge. Alors, on donne des exemples en lien avec la nourriture en CPE, mais je ne veux pas comme trop dévoiler parce que je veux que vous lisiez le livre. Ensuite, on prend en charge, alors on prend une décision, on décide d'agir pour répondre à ce besoin-là. Ensuite, phase 3, c'est prendre soin. Alors, on fait une action pour prendre soin. Mais après ça, il faut valider que la personne qui reçoit le soin, soit l'enfant, le parent, un collègue, que le soin répond vraiment à leurs besoins, que c'est accepté, qu'on le fait de la bonne façon. Alors, c'est vraiment une réflexion sur son action. Et la phase 5, se soucier avec, c'est plutôt une vision démocratique, c'est une politique de care. Alors, c'est vraiment plus large, plus macro, plus au niveau macrosystémique de repenser la société. Est-ce qu'on met tout en place pour que les gens qui prennent soin, les personnes éducatrices, ont tout ce qu'ils ont besoin pour répondre aux besoins des enfants et des familles? Non? Non? OK, bien là, je vais continuer avec ce que j'ai noté. Alors, en fait, alors la deuxième section de notre chapitre, bien, on repense la qualité des services de garde sous l'éthique du care, puis surtout la mesure d'évaluation et d'amélioration de la qualité du Québec sous l'angle de care, où on met vraiment comme le chapitre où on a vu le schéma de Bronfenbrenner, puis on a vraiment vu l'éducatrice, la personne éducatrice au centre. Mais là, pour nous, une politique féministe de care permettra de prendre soin des éducatrices qui prennent soin des enfants. Et on a réfléchi aux effets collatéraux de cette mesure-là, surtout sur les personnes éducatrices en lien avec les 5 phases du care. Puis,
ce qu'on a vu, en fait, à travers notre analyse, c'est que l'attention est détournée des manques au niveau structurel pour justement placer toute la responsabilité de la qualité sur les épaules des éducatrices, mais sans leur offrir nécessairement la possibilité d'améliorer la qualité. Et nous avons confiance qu'elles connaissent ce dont elles ont besoin pour offrir une éducation de qualité aux enfants et aux familles. Et là, on parle des politiques et du fonctionnement des financements du gouvernement, de cette mesure-là, et de l'argent qu'on accorde aux gens en fait, aux compagnies privées qui vont dans le milieu pour évaluer la qualité. Mais les éducatrices savent ce dont elles ont besoin, puis on ne donne pas de l'argent directement au milieu pour améliorer la qualité tant que, par exemple, on est les ratios pour les poupons et les trottineurs chez nous au Québec sont les plus élevés au Canada. J'habite à Gatineau, puis à Ottawa, c'est 1 à 3 à la pouponnière. Alors, c'est comme, en tout cas, on questionne plein de choses. Puis après, le chapitre termine avec une réflexion, mais c'est vraiment un début de réflexion sur une approche attentive ou careful, remplie de care, pour améliorer la qualité. Ça aurait l'air de quoi? Et là, ça commencerait par reconnaître que toutes les personnes éducatrices sont riches en expérience et en sagesse, compétentes et expertes. Et on repense la qualité comme un projet social où il faut vraiment réfléchir collectivement en société à ce que nous, on veut, quelles sont les valeurs qu'on aimerait qui sont importantes pour nous. Alors, c'est pour ça que ça ne va pas aussi loin que ça pouvait, parce que nous, on était 5 chercheurs, étudiants, 5, 6, 7, beaucoup. En tout cas, mais on était tous des chercheurs et des étudiants. Puis, on n'était pas sur le terrain. On a besoin de réfléchir ensemble avec les personnes éducatrices, avec les familles, avec les gestionnaires, avec les enfants, pour voir vraiment, OK, on veut améliorer la qualité, mais dans les mesures qu'on utilise, le classe, par exemple, il y a des choses qui sont vraiment importantes, comme on a dit, des éléments universels qui sont comme incontournables, mais aussi des particularités au Québec, des affaires qui ne sont pas nécessairement évaluées. Alors, ça prend cette réflexion collective et les personnes éducatrices qui sont au centre de cette réflexion-là sur la qualité. Pour suspendre la réalité, imaginer un système compétent qui serait bien financé et valorisé. Et pour vraiment imaginer un système d'évaluation. En fait, ça prend un système compétent, bien financé, bien valorisé pour avoir des services de qualité et aussi un système d'amélioration et d'évaluation de la qualité. De qualité. Pour la conclusion, Nathalie, C'est Lise. C'est moi qui termine. Là, je suis beaucoup émue parce que ce livre-là, c'est un des projets avec la demande de renouvellement équipe. C'est un des projets qu'on a fait avant que Nathalie quitte à la retraite. Fait OK. je vais essayer de faire un Facebook Live sans pleurer. Donc, pour réaliser la conclusion, évidemment, on a pris tous les chapitres du livre puis pour voir qu'est-ce qui se dégageait. Et puis, ça nous a permis de dégager des réflexions autant sur le plan théorique que sur le plan méthodologique que sur le plan pratique aussi. Sur le plan théorique, tous les chapitres ont vraiment alimenté la pertinence de bouger vers cette nouvelle version plus résumée, plus à jour du modèle écosystémique de Bronfen-Branu avec le modèle personne, processus, contexte qui inclut tous les méso, exo, macro systèmes pour ceux qui connaissent le modèle original. Donc, tous les chapitres ont permis de
de mettre en application ce modèle-là, de l'opérationnaliser, de tenter de l'opérationnaliser, de l'éclairer à l'aide d'écrits récents, puis ça fonctionne bien. Ce qu'on constate par contre, c'est qu'il n'est pas encore complètement opérationnalisé dans la recherche. Il y a plusieurs recherches qui vont dire on prend appui sur le modèle écosystémique de Bronfenbrenner, sur le PPCT, mais dans les faits, quand les auteurs, les chercheurs commencent à examiner de plus près, très, très peu le font encore. Donc, pour la suite des choses, ben, ça laisse présager plusieurs années de collaboration à venir pour le mettre en pratique. Ça laisse aussi beaucoup de place pour une relève pour venir insérer leurs études de maîtrise, de doctorat dans à travers ce modèle-là. Deuxième innovation un peu théorique, c'est que la contribution des autrices du collectif montre que la qualité peut être envisagée dans différentes postures épistémologiques. Au-delà de juste opposer qualité puis construction de sens, l'hybridation, cette hybridation des approches qui tient à la fois compte de l'objectif, puis du subjectif, de l'universel, puis du contextuel, semble porteuse pour les travaux à venir, semble apporter davantage. Donc, partir des instruments standardisés qu'on a eu l'habitude d'utiliser dans le passé pour amorcer une réflexion collective, pour amorcer, pour entrer en dialogue, pour construire ensemble qu'est-ce qui fait du sens pour nous dans notre contexte, ça apparaît très porteur pour les prochaines années. Sur le plan métaux, tous les chapitres convergent vers la nécessité de bonifier les approches méthodologiques aussi pour prendre compte de la complexité de cette qualité. Puis là, je vais utiliser des guillemets parce que quand on parle du faire sens de la qualité, on met la qualité entre guillemets dans ce sens-là. C'est essentiel de venir intégrer des devis multiméthodes, des devis mixtes, des études de cas multiples, des recherches collaboratives, des recherches actions qui vont adopter cette approche hybride-là et permettre de conjuguer l'objectivité puis la subjectivité. Donc, au-delà de juste l'étude quanti ou de juste l'étude quali, c'est vraiment hybrider les langages pour avoir une meilleure compréhension plus complète de ce qui se passe. Sur le plan pratique, il y a plusieurs pistes concrètes qui viennent émerger pour soutenir la qualité éducative dans les services de garde au Québec. D'abord, le fait de remettre les personnes éducatrices au cœur de la qualité, de promouvoir leur bien-être physique et mental, de valoriser leur expertise, de réduire le stress moral, notamment par de la pratique réflexive, par le fait que c'est correct de ne pas être parfaite, mais de réfléchir puis de s'améliorer. On a le droit à l'erreur. De miser sur les orientations pédagogiques aussi, donc d'encourager les personnes éducatrices à venir expliciter leurs croyances, à les déconstruire, à confronter nos croyances, à évoluer ensemble et à solidifier notre identité professionnelle ensemble, parce que c'est comme ça qu'on le construit. À venir promouvoir les contextes et les conditions qui vont être propices aussi à la qualité. On a Anne-Sophie qui a parlé des approches émergentes qui vont mettre en place différentes conditions dans l'exosystème, dans le mésosystème, qui sont des terreaux fertiles pour la qualité éducative. De venir renforcer la formation initiale et continue avec des stratégies justement qui viennent travailler sur les croyances, qui viennent permettre aux différents acteurs de les confronter, puis de se renforcer comme profession. De soutenir le leadership des gestionnaires aussi comme personnes de référence clés pour leur équipe éducative, capable d'être à l'écoute des besoins, puis de mettre en place les conditions pour y répondre. De venir positionner aussi l'éducation à la petite enfance comme un projet social, pas juste comme un service de garde pour les familles. C'est en miser sur l'éducation à la petite enfance comme premier maillon dans l'éducation des enfants qu'on va venir reconnaître les éducatrices comme des professionnels, qu'on va venir reconnaître, leur offrir des meilleures conditions de travail, qu'on va aller chercher du personnel, puis le garder du personnel plus qualifié, plus mobilisé, plus motivé. Donc, vraiment en allant retravailler le projet social autour de cette éducation à la petite enfance. Tous les chapitres de l'ouvrage suggèrent des changements, qu'il y a des changements qu'il faut qu'ils soient apportés, que ce soit dans les paradigmes, les méthodes de recherche, mais aussi dans la professionnalisation, la valorisation du travail d'éducatrice, dans les conditions de travail, dans la santé physique et mentale de ceux qui travaillent dans le réseau aussi. On est plusieurs années au sortir de la COVID, plusieurs années, quelques années. Ça me semble vraiment une éternité, mais bon.
Et on est encore fragile de ça. Il faut faire attention les uns aux autres, puis s'accompagner autant physiquement, mais que moralement aussi. Et là, on se demandait comment finir cette conclusion-là. Nathalie, en juin, on pensait peut-être la finir comme ça, mais finalement, on a dit, hey, pourquoi on ne retourne pas? Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers colloques de l'ACFAS en 2007, 2008. Il y avait toujours un livre qui sortait au PUC après le colloque de l'ACFAS, puis on les appelait le livre rouge, le livre bleu, le livre vert. Ils étaient tous pareils, puis c'était un peu comme des actes de colloque. Fait qu'on est retourné, nous, au livre rouge. C'était les actes de colloque du colloque de l'ACFAS à Trois-Rivières, où est-ce qu'on avait reçu Pauline Marois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à ce moment-là, André... non, pas André Lebon, mais le premier ministre André... Le chef du parti Le avait chef- démissionné. Oui, puis là, Pauline Marois était pressentie pour prendre le... André Boisclair. Boisclair, merci beaucoup. Celui qui est en prison. Mais donc, Pauline Marois était celle qui prononçait notre mot d'ouverture pour le colloque 2007 à Trois-Rivières. Puis là, on avait tous les journalistes dans la salle, dans notre colloque sur les 15 ans de la politique familiale, parce qu'il arrivait Les ça. 10 ans. Les 10 ans. Oui, c'était les 10 ans. Ouais. Donc, moi, ça, c'était mon premier colloque de l'ACFAS. C'est pour ça que je m'en souviens dans les moindres détails. Ouais. Fait que bref, je vous ramène à la conclusion de ce livre-là, où est-ce que Gilles, Quentin et Nathalie terminaient en faisant une prospective un peu qu'est-ce qui va arriver pour la suite des autres années de la politique familiale. Puis, il y avait 3 scénarios possibles. Il y avait un scénario qui s'appelait de désengagement. Donc, si l'État continue à se désinvestir, à couper les fonds, à continuer les coupures budgétaires dans le réseau, voilà ce que ça va donner. Ensuite, il y avait comme un scénario de statu quo, où est-ce que si rien ne change, voici ce que ça pourrait donner. Puis il y avait le scénario de réinvestissement. Si l'État se met à refinancer les services de garde éducatifs à l'enfance, voici le cercle vertueux que ça pourrait créer. Puis on lisait ça, puis sérieusement, moi, j'avais plus de mots à quel point on était dans une boule de cristal de voir le scénario de désengagement qui s'est poursuivi. Tu sais, déjà, il y avait plus d'investissements dans les garderies, il y avait plus de développement de places en garderies privées non subventionnées à cette époque-là, ce qui s'est poursuivi, ce qui a engendré tout ce qui amène à l'état actuel des choses, à tout ce qui a été rendu visible, accéléré par la pandémie de COVID, la pénurie qu'on connaît le manque d'accessibilité des familles, La les détresse. enfants en besoins particuliers qui ont de moins en moins de place. Il y avait beaucoup d'éléments comme ça. C'était tout nommé. C'était comme lire une boule de cristal. Ça n'avait pas de bon sens. Mais fait que bref, on a essayé de ne pas finir comme ça. Ça aurait été un peu... Hein? Si j'avais fini comme... Ça aurait été un peu décourageant, mais on s'est dit qu'il n'est pas trop tard pour renverser la vapeur. On est au sortir d'une pandémie, on est à un moment où est-ce qu'on a revu nos priorités, où est-ce que juste l'équipe a fait un renversement dans ses orientations de recherche avec la pandémie en disant, OK, les gens sont essoufflés, ils ont besoin de soutien, voilà, on change. Il y a un livre qui sort au terme de ça. Donc, c'est le temps de l'innovation, c'est le temps d'un leadership fort pour réinvestir en petite enfance. Puis là, je vais vous parler un petit peu de ce scénario de réinvestissement-là, ce que ça peut amener si on investit en petite enfance. Bon, ben, il y avait plein de petites animations pour vous aider à suivre. J'espère que vous m'avez bien suivi quand même. C'était fascinant. Il est encore temps de renverser la vapeur et je veux remercier Marie-Ève qui nous a fait le PowerPoint qui nous accompagne ce soir. Vous allez voir comment c'est high-tech la prochaine diapo. On a ici un petit peu comme des dominos, puis en plus, ça va m'aider à suivre mon texte en vous regardant. Donc, si on a un financement accru, bien, le gouvernement vient réaffirmer l'importance des services de garde éducatifs à l'enfance en augmentant leur financement, ce qui vient faciliter leur développement de place, puis l'amélioration de l'offre de services. Ce faisant, on a un accès facilité pour les parents. Il y a des places disponibles qui viennent réduire les listes d'attente. Ça permet aux parents aussi de trouver plus facilement un service qui est adapté à leurs besoins. On réintroduit les ressources pédagogiques parce qu'on a des crédits supplémentaires qui viennent permettre d'offrir un meilleur soutien aux personnes éducatrices puis d'améliorer la qualité éducative dans les milieux. On a un renforcement à ce moment-là possible des normes, des standards de qualité. Donc, la réintroduction de l'obligation à une formation pour tout le personnel éducatif, la mise en place de formations continues adaptées aux réalités du terrain qui vont venir offrir un encadrement plus solide, plus uniforme dans les milieux. Il y a certains qui vont nous demander
pourquoi on réinvestit dans les services de garde. C'est un bon moment à ce moment-là pour faire une petite campagne de sensibilisation, reparler de la mission des services de garde, informer la population, puis engendrer ce projet social commun-là, pas juste avec les convaincus du réseau, mais avec la population plus en général. On a une reconnaissance accrue qui émerge à ce moment-là du rôle des personnes éducatrices en améliorant leur formation, en sensibilisant le public à leur travail, à leur expertise devient plus reconnue, plus valorisée. Cette double reconnaissance-là sociale vient avec souvent des meilleures conditions de travail, donc avec une reconnaissance financière aussi qui vient favoriser l'attraction, la rétention de personnel qualifié dans les milieux. Cet ajout de ressources humaines-là dans les milieux, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça permet aux personnes éducatrices, aux personnes gestionnaires de venir se concentrer puis réaliser pleinement leur gestion au lieu de toujours être en train de régler des urgences. Ça vient renforcer la qualité dans l'ensemble du réseau des services de garde éducatifs en mettant toutes ces actions combinées en place là. Donc, on élève les standards, puis dans tous les types de services de garde, on réussit à parvenir à des niveaux de qualité un peu plus uniformes, un peu plus égal pour tous les enfants, ce qui fait une plus grande équité pour tous les enfants et pour toutes les familles. Hein? Vous avez vu le dernier domino? Ça, c'est Marie-Ève. Marie-Ève Théâtre. Et cette cascade-là, ça amène que les enfants, les familles, l'ensemble de la société québécoise viennent en bénéficier grandement. Et c'est à quoi on aspire tous, non? C'est un peu pour ça qu'on est là ce soir. Et on a écrit ce livre. Aussi. Donc, c'est à ça que ça nous ramène de revenir à nos anciens livres. C'est fini, je pense. Presque. Merci. Ben, je termine en disant que merci d'être ici ce soir. Je trouve que c'est déjà, tu sais, on est dans un climat politique un peu apathique où est-ce que ça peut nous donner envie de mettre la tête dans le sable, de parler d'autres choses, d'écouter de la musique forte. Juste de vous déplacer à l'UQAM avec nous ce soir, c'est comme une action mobilisante déjà. On est ici. Si je suis toute seule à parler qualité dans mon bureau à l'UQAM, ça fait pas beaucoup de bruit, surtout qu'il y a plein de collègues autour qui parlent d'autres choses. Quand j'en parle avec Nathalie, déjà, la conversation est un peu plus forte. Puis quand on se rencontre, puis on en parle tout le monde ensemble, ben on fait du bruit qui dérange les gens de la bibliothèque. Puis en prenant le livre dans vos mains, en le consultant, en le lisant, en partageant les conclusions, en discutant avec vos collègues, mais je pense qu'on est capable de faire assez de bruit pour que d'ici la prochaine année, on fasse une petite vague un peu qui amène de l'espoir pour que ça change les choses. Bravo. Ben, moi, j'ai envie d'ajouter un petit mot. Je suis tellement fière ce soir parce que j'entends toutes ces belles personnes-là parler. Puis c'est des gens qui ont intégré l'équipe au fil des années. Puis ben, je suis encore plus heureuse de retourner dans ma maison parce que la relève est tellement belle, est tellement forte, est tellement extraordinaire que j'ai juste le goût de dire merci, bravo, puis je vous aime. Bravo. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que c'est